Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR du samedi, le ce à quoi il fallait répondre, celui où on répond à toutes vos questions par définition. À mes côtés, il y a Théo et évidemment Shai qui a fait le tri de toutes les questions. Shai, est-ce qu'il y avait encore un paquet de questions cette semaine? 1 milliard. De toute façon, même s'il n'y avait plus Je jamais de crois qu'on questions, redonne plus. Pardon, vas-y. je nierais tout le temps. Je dirais qu'il y a toujours des milliards de questions. Mais pour le coup, c'est vrai, il y a toujours des milliards de questions. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas donné l'adresse, en fait, c'est ce que je viens de percuter. Il n'y a même plus besoin. Mais vas-y, redonne pour ceux qui. Enfin, je sais qu'il y en a qui l'ont demandé sur YouTube et ultérieurement, mais tu peux la redonner, effectivement. cqfr.reverse@gmail.com. Voilà, comme ça me rajoute 1 heure de travail la semaine prochaine avec les 200 mails en plus qui vont arriver. Non, continuez, c'est très sympa. Parfois, c'est même pas pour poser des questions, c'est juste un petit échange de messages et c'est très sympa. Donc, continuez à nous envoyer tout ça. On commence, messieurs, cette semaine avec une double question qui nous vient de Flying Flow. Elle concerne Nikola Jokic. Nikola Jokic est très clairement le meilleur joueur NBA de la décennie en cours. Quelle place lui donneriez-vous parmi les meilleurs pivots NBA de l'histoire? Alors, il liste Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Moses Malone, George Mikan, David Robinson, Bill Walton et Patrick Ewing. Et ensuite, je vous poserai la deuxième question qui est toujours liée à Jokic, mais un poil différente. Alors, sur la place, vas-y, si je Non, peux me vas-y, lancer, là. vas-y. C'est compliqué parce que sa carrière n'est pas finie et sur la place, les titres rentrent en ligne de compte. Par contre, ce que je peux dire, donc sur sa place dans l'histoire, c'est ça. Moi, ce que je peux dire fermement, c'est que c'est le meilleur pivot que j'ai vu de mes yeux. J'ai pas vu Bill Russell, j'ai pas vu Wilt, j'ai vu la toute fin de Karim, j'ai pas vu le prime de Karim, mais de tous les pivots que j'ai vus depuis, c'est le meilleur pivot que j'ai vu de ma vie. C'est fort. Donc mieux que Shaq, mieux que tous ceux qu'on a cités et qui sont plus contemporains. Donc. C'est plus complexe tout cela. Alors chaque c'est un peu... Je te laisse la parole après, Antoine. Mais chaque c'est un peu particulier parce que c'était vraiment une domination. Et c'est... Oui, ok, la question se pose, peut se poser légitimement avec Shaq. Mais malgré tout, je pense que que Jokic est un meilleur basketteur. Je pense qu'il a plus d'atouts. Je pense qu'en termes même de rayonnement sur le jeu, c'est plus large que Shaq, sachant que Shaq n'avait pas besoin finalement d'avoir un rayonnement plus dingue que celui qui était le sien parce qu'il écrasait la compétition. Mais oui, techniquement, c'est au moins aussi complet que Hakeem Olajuwon. C'est un bien meilleur passeur que tous les pivots qu'on a listés là. Je sais pas, tu vois, le meilleur pivot passeur. Après, pareil, j'ai pas vu Bill Walton, tu vois, mais son prime a été tellement court à cause des blessures que je suis obligé de le mettre devant, tu vois. Non, moi, c'est vraiment le meilleur pivot que j'ai vu de toute ma vie. Je pense que moi aussi. Et j'ai vu Shaq. Mais après, le plus grand, effectivement, c'est autre chose. Si on est sur la place, dans l'histoire, faudrait voir combien. Forcément, on va prendre un peu en compte les bagues, même si je pense que c'est à pondérer à l'époque actuelle, un peu les bagues. On est dans une ligue beaucoup plus ouverte, compétitive, plus de talent. Mais je dirais là, comme ça, je mettrais quand même sur l'histoire aujourd'hui, si ça s'arrêtait maintenant, je pense que Karim, je le mettrais devant. Bill Russell. Ouais, Russell, je le mettrais devant. Pareil, c'est à pondérer aussi pour Bill Russell, les bagues au passage. Hein. À un moment, quand il y a 8 équipes qui se qualifient en playoff, bon, c'est pas la même chose. Quoi. Donc, je pondérerais, mais oui, je le mets Bill Russell, Karim, Shaq, Wilt. Mais je sais pas, je le mettrais pas forcément derrière Hakim, par exemple, tu vois. Mais je sais pas, c'est dur. C'est dur. Mais tu vois, pour Bill Russell, en fait, je pense pas qu'il faille pondérer ce que Bill Russell a fait. Par contre, il faut remettre en contexte ceux qui sont passés derrière ont fait. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu regardes des matchs, des images de matchs des mecs des années 50 et tu dis, ouais, mais le mec avait pas de main gauche. Mais tu dis, ouais, mais ils n'avaient pas besoin de main gauche. Le mec, il était multiple All-Star, il a gagné tous les titres qu'il a gagnés. C'est pas dans ce sens-là, en fait. Tu vois, je serais plus prêt, tu vois, dans le sens à dire, bah oui, mais c'est pas, imaginons que Jokic termine avec un seul titre. Je serais plus à dire, bah oui, mais la compétition n'était pas la même qu'à celle de l'époque de Bill Russell, mais parce que j'ai l'impression que si on dit qu'il faut pondérer ce qu'a fait Bill Russell, c'est retirer du crédit à ce qu'a fait Bill Russell, alors que c'est pas, je pense pas que ce soit ça le truc, quoi. Ouais, c'est plus une histoire de contexte, effectivement. De toute façon, surtout, c'est surtout ces classements. Les époques sont tellement différentes. Et là, effectivement, il y a un grand écart entre les années 60 et les années 2020. C'est impossible de comparer sur le nombre de titres. Mais c'est vrai que si on est juste sur le niveau de jeu, il
serait très haut. Mais bon, c'est jamais ça au final, les classements des meilleurs pivots de tous les temps. On n'est Non. jamais sur le niveau de jeu d'ailleurs. C'est pour ça que moi, par exemple, je pense que c'est le meilleur basketteur de tous les gens qu'on a cités. C'est le plus complet. Alors, il tire profit de joueurs qui sont passés avant. C'est un mix de. Il prend du Bill Walton, il prend chez certains meneurs, il y a du shoot. Bref, moi, juste par rapport. C'est vraiment, je prends le cas spécifique avec Shaq dans la discussion. Shaq était beaucoup plus traumatisant, je trouve. Et j'ai eu une impression de domination plus forte qu'il y a à l'époque, qu'il y a aux équipes dans lesquelles il a joué. Et c'est des personnalités tellement différentes avec Jokic que dans un classement all-time, j'aurais plus tendance à mettre Shaq devant, alors que c'était très probablement un moins bon basketteur, un basketteur moins complet. Mais en l'état actuel, je pense que je maintiendrai Shaq encore devant pour le côté gagne, domination athlétique et pas que. Hein. Mais voilà, sur un classement all-time, pas sur le bagage de basketteur qui est. Moi aussi, j'ai jamais vu un mec comme ça et personne n'a jamais vu un joueur comme ça. De toute façon, c'est ahurissant. Mais donc, du coup, pour le classer dans les plus grands, pour l'instant, c'est encore à définir, mais c'était inespéré de le voir, inattendu en tout cas de le voir, ne serait-ce que dans la discussion quand il a démarré sa carrière en NBA. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Shaq, parce que Shaq n'a pas tout le temps gagné non plus. Hein. Ah bah non, quand j'ai Orlando. Même avec les Lakers. Même les premières saisons avec les Lakers, en fait, ça suffit pas à ce que son équipe gagne ou aille très loin, en fait. Donc, je comprends la question. En fait, ce qui est dur aussi, c'est ce que tu dis, c'est sur la personnalité et sur le rendu à l'œil, en fait. C'est très différent. Mais finalement, la domination de Jokic, moi, je la comparais à celle de Shaq dans le jeu et dans les faits. Elle est pas physique comme l'était celle de Shaq, mais en fait, il n'y a pas de réponse pour Jokic en défense. Il n'y a pas une défense qui a la réponse, en fait. Tout comme les défenses de l'époque n'avaient pas de réponse spécifiquement pour Shaq. Tu regardes, finalement, c'était se dire, bon, bah non, on va essayer de limiter le rendement des autres. Parce que Shaq, tu savais que s'il avait la balle, c'était mort, en fait, quand il avait la balle au poste bas. Mais tu vois, même sur il y a un truc, je trouve, qui est un petit peu sous-estimé dans le jeu de Jokic. Je trouve que son jeu posté, il y a des situations où tu n'es pas loin du bully ball que pouvait faire Shaq, en fait. Alors, c'est pas explosif. Ça se termine pas par un dunk où il casse le panneau, où il passe par-dessus Dudley ou ce genre de choses. Mais en fait, il est massif, il sait extrêmement bien se servir de son corps. Et quand il décide d'aller poster, tu peux rien faire. Tu peux strictement rien faire. C'est pas la même impression visuelle parce qu'il n'y a pas autant de pivots lourds qu'à l'époque de Shaq, en fait. Shaq, il dominait des mecs qui faisaient eux aussi 130 kilos. Jokic, il est un des mecs les plus lourds de la ligue, en fait. Mais par contre, c'est vrai, hein, son jeu posté, l'efficacité globale de Jokic et sa capacité à aller mettre des points dans la raquette en boum-boum, en deux coups de fesses et un petit hook. Et il y avait une deuxième question liée à Jokic, toujours de la part de Flo. Erwan de la First Team a annoncé cette semaine que Jokic était en train de réaliser, selon lui, la meilleure saison individuelle de l'histoire de la NBA. Quel est votre avis à ce sujet? Ne pensez-vous pas que les saisons de Jordan 88 ou Olajuwon 94 sont supérieures? Pour rappel, ces deux derniers avaient remporté le MVP et le Defensive Player of the Year la même année. Performance également réalisée par Giannis plus récemment. Bah là, ce qui est fou, en fait, c'est le top 3 dans autant de catégories statistiques différentes, quoi, qui est complètement fou. Alors, pour ces questions all-time, je préfère pas me prononcer parce que, pour le coup, il faudrait que je puisse vraiment regarder en détail ce que ça implique. Pour les questions, tu vois, les questions, quand on dit le plus grand, quand on dit all-time, etc., ça demande quand même qu'on puisse se plonger et regarder un certain nombre de choses. Parce que, voilà, il y a des joueurs qui ont fait des saisons tarées. Je veux dire, d'un pur point de vue statistique, les saisons de Wilt, elles n'ont pas de sens. Il y a une saison où il a, je sais pas, 50 et 25, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Sachant que les comptes sont même pas... Pas MVP, hein. Il n'est pas MVP. Pas MVP et les comptes sont même pas comptabilisés. Tu vois, donc statistiquement, il y a d'autres saisons qui sont folles. C'est pas pour dire que Jokic remplit pas toutes les cases, mais il faudrait que je puisse regarder en détail. Ouais, pareil, moi, je suis trop dur de classer ces trucs-là. Il y a un livre, un petit média de basket sympa qui a fait un livre où, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a le classement des meilleures saisons de tous les temps, mais je suis plus sûr à 100% que ça fasse partie. Mais aux éditions Reverse, par exemple. Éditions Reverse, un certain GOAT disponible sur le shop de Basket Session. Très bien, belle passerelle magnifique. Je deviens de plus en plus fort à ces trucs-là. Non, mais je me souviens plus. Je crois qu'il y a un classement, mais qui a été fait par aucun de nous trois, et du coup, je me souviens plus. Je me souviens plus trop. Mais pareil, j'ai du mal. Il faut se replonger. Et puis encore une fois, pareil, les contextes sont différents. C'est dur, quoi, de trancher. Mais on est sur l'une des meilleures saisons de toute l'histoire. Je le tournerai comme ça, moi.
Ouais, ce Ouais, serait un plus indiscutable si les Nuggets étaient en plus dominateurs, ne serait-ce que dans la conférence Ouest. Mais individuellement, si on décorrèle tout ça des résultats collectifs, personne qui a fait ça. Donc ça s'entend. C'est top 3 peut-être individuellement, au moins, ouais. Mais même en fait, si tu prends les résultats de l'équipe, parce qu'au bout du compte, il est dans une équipe qui est quand même qui est forte. Hein. Je dis pas, il est pas à pleurer le roster des Nuggets, mais quand tu vois le début de saison catastrophique de Jamal Murray, quand tu vois quand même le roster qui est pas le plus long non plus, limite, je pense pas que ça soit à enlever, enfin que ça enlève quoi que ce soit à sa saison, à son comment dire, à- au côté historique de sa saison d'un point de vue statistique et même rendement, quoi. Et honnêtement, pour Jokic, ça fait au moins 2-3 ans, je pense que dans ce podcast, on dit à plusieurs reprises, les gens sont pas prêts pour là où il se situera une fois sa carrière terminée, quand on fera les panthéons et les places, le ranking des joueurs all-time, et je le maintiens. Alors, c'est pas aussi flashy que d'autres, mais c'est juste hallucinant, quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et il a 30 piges, c'est pas du tout fini, je pense. On enchaîne avec une question qui ne concerne pas Nikola Jokic, mais qui est posée par un Nicolas. Il nous dit « Je vous écoute depuis la Belgique chaque semaine et j'ai plusieurs questions concernant l'un de mes compatriotes. Comment jugez-vous la saison de Toumani Camara ? Pour vous, quel est son plafond ? Le voyez-vous comme un role-player toute sa carrière sur un poste de 3&D ou est-il capable de plus ? Il a été élu défenseur du mois cette saison. Est-ce qu'il peut être l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue ou même dans une NBA All-Defensive Team, voire All-Star un jour ?» All-Star, je sais pas. Pardon, je sais pas si... Non, vas-y. All-Star, je sais pas, c'est dur. Par contre, All-Defensive Team, je pense que c'est tout à fait dans les cartes. Et je pense que si Portland était une équipe qui avait plus focalisé l'attention des gens, elle reviendrait plus souvent dans la discussion. Je dis pas qu'il doit y être absolument, mais ce qu'il réalise, c'est assez énorme tout au long de la saison. C'est un joueur en plus qui est agréable à voir jouer. Moi, j'aime, comme d'autres joueurs dont on parle souvent, mais j'aime beaucoup son activité. En fait, il bouge. C'est un basketteur, en fait. C'est un joueur, c'est un basketteur. Et je pense qu'on n'est pas du tout au bout de son potentiel, par contre. Ouais, pareil, je le vois pas All-Star. Il a déjà 24 ans. C'est pas non plus comme si c'est tu vois, un gars de 20 ans qui arrivait. Mais ça va être un très bon joueur de basket et role player. En fait, déjà, role player d'une équipe, ça peut être un role player d'une équipe de grande qualité. Tu vois, ça peut être un titulaire. Tu vois, ce que fait OG Anunoby, Josh Hart, des joueurs comme ça, c'est pas des All-Stars, mais c'est des joueurs super précieux, tu vois. Et je pense que Toumani Camara, c'est un peu ça le modèle à suivre. Et je serais absolument pas surpris qu'il devienne l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, et ce qu'il est déjà, et un candidat sur plusieurs années à l'un des 2 meilleurs 5 défensifs. Moi, je pense que c'est déjà l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Je le trouve incroyable. Je suis peut-être encore un peu plus haut que vous sur ce que j'attends de lui. Déjà, la progression entre la première et la deuxième saison, je la trouve très intéressante en attaque déjà. Et il a 11 points de moyenne, il est passé de 33 à 37%. C'est dans une équipe un peu particulière, hein, ça joue pas le haut de tableau, mais forcément c'est un peu différent. Mais ouais, je le trouve tellement fort déjà défensivement, les situations de jeu qu'il arrive à lire, il peut défendre sur toutes les positions. Ce role player, comme vous avez dit, ça dépend de ce qu'on entend par là, mais pour moi, il a vocation à ne pas rester trop longtemps dans une équipe qui ne joue pas les premiers rôles. Alors, est-ce que ce sera pas Portland qui va hausser le ton à un moment et réussir à jouer le haut de tableau, ou est-ce qu'il y a une équipe qui va tenter de le prendre ? Je sais pas, mais je le trouve vraiment exceptionnel défensivement et pas du tout maladroit en attaque. Et c'est un peu un point commun qu'on voit chez d'autres joueurs là, avec Dyson Daniels, qu'on avait vu le potentiel défensif déjà, sans que ce soit aussi visible. Mais en plus, c'est des mecs qui arrivent à marquer 15-20 points s'il y a besoin maintenant, parce qu'ils sont efficaces à 3 points, parce qu'ils savent mettre les paniers faciles aussi. Moi, je vois très très haut. All-Star, je pense pas parce qu'il manque de qualité intrinsèque, hein, mais je pense pas qu'il sera dans un contexte où il sera assez mis en valeur offensivement pour être un All-Star. Et ce sera peut-être pas plus mal pour son palmarès collectif. Voilà. Sur Dyson Daniels, juste parce qu'il y a... Je suis un peu étonné au bout du compte que les gens soient étonnés de ce qu'il fait cette année. Ouais. Alors je dis pas que j'avais imaginé qu'il réaliserait autant d'interceptions, mais je trouve que ce qu'il fait à Atlanta,
on le voyait déjà à New Orleans. Et quand il y avait eu le trade, là, je me rappelle très bien là, dans notre fil WhatsApp là, entre nous, là, on a été plusieurs à avoir dit mais c'est une super bonne prise pour Atlanta. C'est un super défenseur qui en plus peut mener le jeu comme il l'avait fait parfois pendant les périodes de blessure du côté des Pelicans. Moi, je suis pas surpris qu'il ait fait ce pas en avant. Alors sur les interceptions, voilà, ça j'avais pas prévu ça, mais je suis étonné qu'il y ait autant de gens surpris finalement. Ouais, c'est sur l'attaque surtout que je suis surpris quand même, parce que je le voyais vraiment comme un défenseur quasi exclusif. Après ce qu'on a vu à New Orleans, c'est là il est quand même sacrément complet. C'est pour ça qu'il mérite, pour ce qu'il mériterait d'être MIP. Je sais pas s'il le sera, mais il sera pas loin de. C'est pas banal d'être à la fois peut-être dauphin MIP, dauphin Defensive Player of the Year. C'est assez rare, je pense. Et lui non plus, on n'a pas tout vu de lui. Il est encore assez jeune en plus. On passe, alors j'étais surpris, j'aurais pas forcément parié dessus, mais il y a eu beaucoup de mails sur les Grizzlies. On n'a jamais de questions sur les Grizzlies tout au long de l'année, surtout en ce qui concerne le sportif. Et tu les as envoyés, Chai, arrête. Mais là, je vous mens pas, il y a eu une dizaine de mails dessus et j'en ai sélectionné quelques-uns où on va condenser un peu parce que la thématique est la même, mais c'est évidemment sur l'enchangement de coach. Il y a une question d'Asdin qui dit le renvoi de Taylor Jenkins. Je n'ai pas compris le timing et les vraies raisons qui ont motivé cette décision. On a entendu parler du fait que Ja Morant était mécontent de la nouvelle façon d'attaquer, sur le fait qu'il avait de moins en moins la balle. Personnellement, je trouve que cette année, Memphis est l'une des 2 ou 3 équipes les plus rafraîchissantes. Draymond Green expliquait récemment que dans cette NBA, 90% des équipes jouent de la même manière et qu'une équipe comme Memphis était vraiment très différente de ce qu'il voyait. Je suis assez d'accord avec ça et je n'arrive du coup pas à comprendre si le style de jeu de l'équipe est vraiment la cause de ce départ. Surtout que le successeur, Thomas Isalo, en est le principal artisan avec l'assistant Noah Laroche qui lui a été viré. Du coup, je voulais vous demander si vous compreniez le timing de ce renvoi. Pensez-vous que le front office avait envie de mettre Isalo en situation et gagner du temps car il voit en lui le futur Erik Spoelstra? Je pense qu'on ne sait pas trop, mais je ne pense pas que ce soit lié au style de jeu de l'équipe. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un front des Grizzlies derrière Ja Morant en mode « Ah, c'est notre franchise player, il n'est pas content, on va l'écouter ». Il y a plein de rumeurs sur le futur potentiel départ et trade de Ja Morant, et encore plus avec ce qui se passe là, avec ces célébrations. J'imagine qu'il y a de plus en plus de voix dans le front office qui va être en mode « Non, mais ok, il est talentueux, mais est-ce qu'on ne peut pas tourner autour de ce gars? Autant tenter autre chose, tu vois ?» Même si je pense qu'il y a quand même une plus grande chance que Ja Morant reste à Memphis, parce que tu chopes pas tous les jours un meneur All-Star, un mec qui peut représenter ta franchise, qui rend ta franchise sexy, qui peut mener régulièrement ta franchise au playoff. Après, je pense pas qu'il puisse t'emmener très haut, mais il peut t'emmener régulièrement en playoff. C'est pas une star comme ça, tu trouves pas ça tous les jours. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas évident un trade de Ja Morant, mais par contre, il y aura de plus en plus de voix. À mon avis, il fait pas l'unanimité à Memphis, et certainement pas au point de pouvoir aller dans le bureau du GM et dire non mais j'aime pas comment on joue, on va virer le coach, surtout qu'après comme l'a dit Asdin, c'est Isalo qui prend la place sur le banc. Donc moi je pense que ça n'a rien à voir avec Ja Morant et avec l'attaque. Je pense que c'est, alors déjà je pense qu'on sait pas exactement, mais de ce qu'on comprend, le timing il est lié au fait qu'il aurait perdu son groupe, surtout Taylor Jenkins. Les joueurs ne l'écouteraient plus, ça ne passait plus le message. Du coup, il y avait une envie de changement. Le timing, pareil, moi, comme on l'a dit plusieurs fois, je pense que j'aurais attendu au moins la fin de la saison, quoi, voir si ça se casse la gueule en playoff, ça se casse la gueule en playoff. Mais bon, et il y a ça, et il y avait la mauvaise série actuelle, le fait que les Grizzlies n'avaient pas des bons résultats contre les autres bonnes équipes, etc. C'est plus sur ça que je mets le renvoi de Jenkins que sur le style de jeu pratiqué. Comme toi, Antoine, je pense qu'on ne sait pas vraiment. Pour répondre à la question d'Asdin, le timing, je le comprends pas, parce que même si tu as foi en Thomas Isalo, et ça je le comprends, même si tu veux en faire ton futur coach à la Spoelstra, et ça aussi je le comprends, je suis pas sûr que ça soit vraiment la situation la plus confortable dans laquelle le mettre avec aussi peu de temps avant le début de la saison, des playoffs. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai du mal à comprendre, à moins que les Grizzlies pensent sérieusement qu'ils peuvent faire finale de conférence et avoir une chance de faire les finales NBA, parce que si t'es en finale de conférence, t'as une chance. À moins que ce soit ça, et si c'est ça, et moi je vois pas le scénario en fait, je comprends pas le timing. Pour ce qui est du style de jeu, je pense qu'il y a peut-être quand même, c'est peut-être quand même en partie lié dans le sens où effectivement Memphis joue pas comme les autres équipes, et effectivement je pense que ça explique en partie leur très bonne saison, globalement.
Parce que quand tu prépares, quand tu es dans ta saison régulière, tu n'as pas tout le temps de préparer un plan de jeu spécial pour l'adversaire. Et leur façon de jouer peut être déstabilisante. Par contre, je suis pas sûr que, tel que c'était cette année, avec aussi peu de pick and roll, ça vraiment te permette à coup sûr de tirer le meilleur de ton effectif en playoff, où là, les ajustements vont être faits. Et notamment, en fait, je trouve que c'est très bien effectivement pour les joueurs de complément, pour une espèce d'harmonie collective offensive qui fait que tout le monde peut se retrouver à scorer, où il y a beaucoup de coups, beaucoup de mouvements, donc tu fais tout le temps bouger la défense. Mais fin de match serré, tu vas mettre la balle dans les mains de ton meilleur attaquant et tu vas chercher quand même à lui donner la meilleure occasion finalement de pouvoir créer du jeu. Et là, mettons, j'entendais cet exemple, mais qui me semblait assez pertinent dans je sais plus quel podcast j'écoutais cette semaine. Tu dis, imagine, il joue les Knicks. Si tu as Mikal Bridges et que tu peux le laisser sur Ja Morant du début à la fin de la possession parce que tu vas pas switcher parce qu'il n'y aura pas d'écran, est-ce que c'est vraiment à l'avantage de Ja Morant de se retrouver dans cette situation-là? Donc ça va être intéressant de voir si Salo revient un petit peu... remet un petit peu plus de jeu de pick and roll ou la manière dont il va adapter le jeu, sachant que dans ce qu'il faisait à Paris, il y avait les deux. En fait, il y avait énormément de mouvements, mais il y avait aussi du pick and roll, il y avait aussi des go screen, il y avait tout un tas de choses. Là, ce qui est un peu bizarre, c'est que je trouve que sur une fin de saison, il ne peut pas reprendre tout à zéro, que ce soit sur la défense, l'attaque. Il est quand même obligé de garder l'essentiel des automatismes qui sont déjà créés par son équipe. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure tu le mets en situation de performer, en fait. Et moi, je pense que honnêtement, je pense que c'est un entraîneur brillant. Je pense que c'est un mec brillant. Mais limite, j'espère pour lui que ça va suffisamment bien se passer pour que son potentiel futur ou avenir en NBA se joue pas sur cette fin de saison uniquement, quoi. Ouais, vous vous rappelez quand on avait fait le podcast avec Fred Young et qu'il avait utilisé son joker pour le classer dans les meilleurs coachs NBA alors qu'il n'était pas encore en poste en NBA. Tout le monde est conscient, je pense, en Europe et même en NBA, que c'est un mec qui a un énorme talent, un potentiel. Puis j'aime beaucoup et j'ai écouté quelques-uns de ses passages devant la presse depuis qu'il est en charge. Il est extrêmement intéressant, il est agréable à écouter aussi. C'est pas, comment dire, c'est pas. Il parle, il arrive à parler du terrain, des hommes et tout ça. C'est très très intéressant. Mais je suis assez d'accord en plus parce que là, il récupère une équipe qu'il a pas. Enfin, les coachs ne choisissent pas littéralement les joueurs qui viennent, mais parfois ils sont consultés. On prend des joueurs par rapport à un style de jeu, par rapport à un style prôné par les coachs, à une mentalité. Là, ça ressemble pas à un cadeau. C'est pour ça que moi non plus, j'ai pas d'explication, mais que c'est pas forcément un cadeau. Alors, il va peut-être quand même s'y révéler, trouver la bonne formule et que Memphis fasse une bonne fin de saison, mais c'est un peu dommage que ça se finisse comme ça, alors que ça a été, moi aussi, pour moi qui aime bien cette équipe à la base, une équipe plutôt cool à suivre quand même, je trouve. Et il y a 2-3 autres petites questions liées à Memphis qui nous ont été posées. Simon qui pareil était un peu interpellé par le départ, mais qui avait une théorie qui va un peu dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il se disait que c'était pas assez solide pour aller en playoff, que le vestiaire était coupé par rapport à Taylor Jenkins. Lui, il pense aussi que Memphis va faire des gros coups pendant l'intersaison. Il dit, je pense que cet été, il s'apprête à faire venir un gros agent libre ou à faire un énorme trade. Moi, je verrais bien, alors, c'est pas ce qu'on appellerait un énorme trade, mais il verrait bien, par exemple, des ajouts comme Cam Johnson de Brooklyn, qui pourrait ramener du shoot de loin. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qui est-ce que vous voyez arriver à Memphis, je me demande. Moi, je vois pas de gros free agent signé à Memphis. Je suis désolé. En fait, c'est pas un marché qui est attractif. Et en plus, c'est quoi l'attrait pour un free agent, en fait? On te dit tu vas jouer avec Ja Morant. Est-ce que c'est vraiment un mec où forcément les autres gros free agents ont envie de jouer avec lui, en fait? Tu dis, mais il va être sur le terrain, Ja Morant, il va être blessé, il va pas être suspendu, même d'un point de vue en termes de style, tu vois, c'est pas... À l'époque, je veux dire, tu dis, bon, je vais jouer avec Steve Nash, ou même je vais jouer plus récemment pour certains free agents, potentiellement avec Luka, tu dis, je vais avoir la balle, je vais être en situation de briller. Je suis pas sûr que Memphis soit un marché attractif pour les free agents. Pour ce qui est des trades, ça c'est autre chose. C'est autre chose, ça on verra, mais pour les free agents, je suis pas sûr. Ouais, moi, comme toi, je pense qu'il n'y a pas de free agent qui va signer à Memphis. Après, Cam Johnson, voilà, il est sous contrat, donc c'est un potentiel trade. Les Grizzlies ont des atouts pour faire des trades, ça c'est sûr, mais tu vois, Kevin Durant, il n'a pas l'air de s'intéresser à Memphis. Il aura quand même a priori son mot à dire sur sa destination si jamais il venait à être tradé. Après, oui, il y a des joueurs surprises, on s'y attend pas nécessairement. Il y a un trade de star, mais
Mais non, je pense que ça va être compliqué. Memphis, et il y a plus de chances au final aujourd'hui que Memphis devienne l'équipe qui transfère sa star, même si, attention, Inception, j'ai précisé, je pense quand même qu'il y a plus de chances que Memphis garde Morant que le trade, mais on est plus près de Memphis qui transfère sa star plutôt qu'une une autre star qui se retrouve à Memphis. Donc c'est délicat. Ce groupe est un peu... En fait, la suspension de Morant, elle a détruit la dynamique de cette équipe. Un petit peu avant, un petit peu avant. Je dis pas que c'est que leur belle campagne de playoff, enfin quoi, ils font deuxième tour, c'est ça leur belle campagne de playoff, c'est qu'ils font un deuxième tour. C'est pas non plus extraordinaire. Je dis pas que c'est de la chance, mais à partir, tu vois, c'est parti en vrille avant la suspension de Morant. Il y a l'année où ils terminent deuxième et ils se font sortir en fait. Ils se font sortir au premier tour. Contre les toujours eu un peu plus de mal à aller voir legit en fait, c'est Grizzlies, tu vois. Non mais je suis juste honnête en fait. Tu vois, il y a des bons joueurs, il y a jamais un truc où je me dis ouais, ce groupe là quand même. Il y a un moment où je me suis dit voilà, ils ont les armes, ils ont un peu le profil pour être en tout cas, ils se présentaient comme tel, ils voulaient avoir ce costume là d'équipe qui emmerde tout le monde, qui est dur, qui est nous contre le reste du monde. Ils avaient ce truc là qui moi me plaisait bien dans un premier temps, mais bon, c'est un peu parti trop loin. Notamment autour de Ja Morant. Il y a une troisième petite question sur les Grizzlies qui est un peu différente. Tu voulais peut-être ajouter un truc, Antoine, pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais dire Cam Johnson, par contre, ça serait quand même une très belle pioche pour les Grizzlies. Mais bon, pareil, qui t'envoie les Nets, ils vont demander ils savent que leur joueur, que leur gars, il est réclamé. Hein, et tu t'es obligé, tu mets 2 ou 3 pics pour Cam Johnson. Si tu sais pas ce que te réserve l'avenir avec Ja Morant, je suis pas sûr que je mette 3 pics ou 2 pics pour Cam Johnson, quoi. Ouais. Je garde mes pics et je me dis ouais. Et la troisième question était plus liée du coup à Taylor Jenkins. Question de Maxime, une question de projection pour vous trois concernant ce limogeage surprise. En sachant qu'il a sans doute une jolie cote sur le marché, où le verriez-vous rebondir et où voudriez-vous le voir rebondir? Quelques suggestions. Portland pour donner un coup de fouet au projet, Phoenix pour remettre à plat le projet, New York en cas de mauvais parcours en play-off ou chez un contender qui virerait son coach en cas de catastrophe en play-off type Boston si ça ne va pas au bout. Qu'en pensez-vous? Jamais les Celtics s'y virent Joe Mazzulla. Pardon. Vas-y Théo. Non, j'allais dire pareil. Boston, je vois pas du tout. Je vois même pas pourquoi en fait. C'est un des meilleurs coachs de la ligue. C'est un très bon coach. Son équipe fonctionne. Tu peux pas être champion tous les ans. New York, c'est marrant. J'arrive pas à savoir en fait. En fait, New York, j'ai l'impression que tout va se jouer en play-off pour Tom Thibodeau en fait, parce que si c'est un nouveau avalanche de blessures, les mecs cramés qui peuvent pas performer, il est possible qu'il se retrouve sur le siège éjectable Tom Thibodeau, et tout comme il est possible que New York sera une équipe difficile à manœuvrer, et il est aussi possible qu'il fasse une belle post-season. Par contre, effectivement, c'est Portland, vous en aviez parlé tous les deux dans un CQFR cette semaine, Shai et Antoine. Effectivement, je pense que c'est intéressant, et si jamais la situation de Tom Thibodeau devait devenir compliquée, oui, pourquoi pas Taylor Jenkins. Après, des postes en NBA, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est dur de... Il y a la plupart à part les très grands noms, la plupart des head coachs, même ceux qui ont été bons, repassent souvent par un statut d'assistant avant de retrouver un job de head coach. Hein. Ouais. C'est ça, j'allais exactement aller dans ce sens. J'allais dire, si vraiment c'est dans une grande équipe, dans une bonne équipe, je pense que ça sera comme assistant, pas comme head coach. C'est un peu injuste ce que je vais faire, mais aujourd'hui, Taylor Jenkins, je ne le vois pas coacher une équipe qui joue le titre, tu vois. Pour moi, c'est pas nécessairement ce qu'il a montré avec Memphis. On a vu un gars qui a su développer des jeunes, sans doute pas tout seul, il y a un staff avec, mais qui a montré des limites en playoff. Alors, pas que lui, ses joueurs aussi, mais franchement, le jeu développé par Memphis en playoff, c'était d'une faiblesse par moment, tu vois, et c'est ce que lui ont reproché aussi beaucoup de fans des Grizzlies, qu'il n'y ait pas d'ajustement, que ce soit que de la réaction, qu'il n'y ait pas forcément une vision tactique forte. Et généralement, quand tu as une équipe qui joue le titre, tu as besoin d'un coach qui au contraire a un espèce de génie tactique pour lui faire passer un cap. Donc je vois pas Taylor Jenkins se ramener, je sais pas, si c'est une équipe déçue qui aurait été candidate au titre et d'un coup la rendre plus forte. Non, c'est pas vraiment comme ça que je vois son profil. Après, il n'a pas une longue carrière NBA en tant que coach, donc c'est un peu dur de juger. Par contre, dans des équipes avec un projet jeune où tu dois développer des jeunes talents, que ce soit Portland, que ce soit, je sais pas, si Charlotte tourne la page Charles Lee, si Washington décide de nommer un nouveau coach,
San Antonio éventuellement dont il fait partie. Après, San Antonio, on est encore sur un autre truc. San Antonio, c'est plus développer des jeunes. C'est une équipe qui va avoir de la pression. Je sais pas, pareil, je sais pas si je mettrais forcément Taylor Jenkins. Mais éventuellement, tu vois, mais moi, je vois plus des équipes Charlotte, Washington, Portland, Chicago. Tu vois, s'il y a un renvoi de Billy Donovan, Chicago, ça serait intéressant. Tu as un groupe jeune, il peut sublimer certains jeunes joueurs. Imaginons que Philly reconstruise tout, c'est une piste. Mais si Sacramento venait aussi à tout reconstruire, c'est une piste. Mais je ne le vois pas à Phoenix. Pareil, est-ce qu'il va aller coacher des Kevin Durant, des Devin Booker? Je n'imagine pas ça du tout, tu vois. Théo, t'avais un truc à dire sur Billy Donovan, non? Non, j'ai rigolé parce qu'en fait, je me dis, Billy Donovan, franchement, ça doit être un mec en or. Vraiment, je suis sûr que c'est un super gars parce que c'est quand même assez dingue le nombre d'années où il reste avec. Alors, tout est pas. Je dis même pas, en fait, je dis même pas ça de manière méchante en disant faut qu'il saute, en fait. C'est juste que ça arrive pas d'habitude. Que tu restes aussi longtemps dans des franchises sans que ça performe autant que c'était censé le faire. Voilà. Pour les Spurs, le truc, c'est que jamais je vois pas du tout San Antonio aller chercher un coach qui sort pas directement de leur giron. Il sort quand même, il sort du giron. Il sort du giron. Ouais, mais il en est. Il est resté longtemps. Il est sorti, il est reparti. Il est resté 5 ans. Il était assistant au Austin Toros en J-League. Il a coaché une année l'équipe. Il était stagiaire département vidéo, basket operations, machin. Enfin, il est entre guillemets dans le giron, donc j'imagine Popovic le connaît. De là à dire Popovic va choisir lui pour lui succéder parce qu'il va pas recoacher. Mais en tout cas, il est dans l'arbre généalogique comme 840 autres assistants au coach de la ligue. Mais vous faites bien tous les deux de mentionner quand même les limites aussi du jeu des Grizzlies, quoi. Où au bout d'un moment, c'est dur de voir aussi si c'est lié à Ja Morant, le côté, il reste 2 minutes, Ja Morant va pénétrer dans la raquette à pleine vitesse et puis on espère que ça va donner quelque chose ou pas, ou si c'est le plan de jeu, tu vois, c'est dur à lire, quoi. C'est dur à lire. Et par contre, je voudrais redire un truc, et pour ton gars Dillon Brooks, Shai, quand même, c'est qu'il a été pointé du doigt, quand même, comme étant l'un des facteurs des défaites de Memphis et du fait que cette équipe plafonnait. Au bout du compte, il se retrouve dans une équipe qui est en bien meilleure forme que ne l'étaient les Grizzlies. Alors certes, avec toujours des débordements qui peuvent être aussi relous ou casse-pieds que de l'époque de Memphis, mais manifestement, il faisait quand même pas partie du problème de fond, quoi. Non, mais ça, de toute façon, c'était un super joueur. C'est un super joueur, je trouve. Bah, c'est pas juste un relou qui est... Mais le problème, c'est qu'en playoff, vraiment, il a trop capturé l'attention. Il a trop détourné l'attention du terrain. Il s'est mis des pressions tout seul. Les trucs avec LeBron et machin, c'était trop, en fait. C'était beaucoup trop et ça lui-même a fait des mauvais matchs. Donc évidemment que c'était pas le seul, c'était pas le principal responsable et il était un peu un bouc émissaire facile, je trouve. Ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y a une autre question sur le Grizzlies ou sinon je rajoute un point supplémentaire. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Sur Jared Jackson Jr. et sa candidature au trophée de meilleur défenseur de l'année. Ouais. Est-ce qu'on prend en compte ou pas le fait de faire des fautes tellement débiles que ça te fait sortir du match à des moments clés ou pas? Parce que c'est un très bon défenseur, mais je regardais encore le match face aux Warriors, il arrive à tomber dans des pièges qui sont quand même, je trouve, pas du standing d'un défenseur de l'année. Mais bon, c'était une parenthèse. Tous les 4-5 matchs, il est en problème de faute, avec des fautes très très évitables qui ont l'air quand même de pouvoir être évitées. Donc, dans l'absolu, en fait, il est capable de faire des choses défensivement grâce à son physique et pas que, mais impressionnantes et qui sont du calibre des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais c'est vrai qu'il a ces espèces d'absences qui font que c'est dur. Je suis assez d'accord avec toi. Il fait une très belle saison. Il fait une très belle saison, mais c'est marrant parce que les Grizzlies, ils ont pas mal de bons joueurs qui, au final, avec le développement pris par ces gars-là, tu pouvais imaginer un certain potentiel pour ces mecs-là. Et en fait, tous, ils vont fall short. Pardon, je ne sais plus comment le dire en français, mais ils vont décevoir un peu par rapport, pas à l'expectation, pas au... Oh là là, Jean-Claude Van Damme. Ouais, pas par rapport aux attentes de départ, mais par rapport à ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que Jaren Jackson Jr., il y a eu un peu... Bon, alors lui, pour le coup, c'était très vite dès son arrivée. Il y a eu le côté unicorne. On voit qu'il est fort, mais ça ne va jamais être un joueur générationnel comme il a été un temps présenté. Ja Morant, présenté comme le... C'est quoi on a tout entendu, Derrick Rose, Russell Westbrook, futur MVP. Bah non, ça, tu vois, ça va retomber. Et même Desmond Bane, qui, lui, est au final au-dessus des attentes initiales, tu vois, mais qui sera
sans doute jamais vraiment All-Star. En tout cas, ça Ouais. faudrait qu'il y ait vraiment un sacré concours de circonstances. Et chacun est un peu en dessous de ce que tu pouvais un temps espérer pour ce groupe. Mais on Ça saura aussi, si c'est un truc à si c'était suivre, le quoi. problème du coach, parce que s'il conserve à peu près l'ossature l'année prochaine et que Isalo est là dès le départ, avec un style de jeu a priori très différent de celui que voulait pratiquer Jenkins, peut-être qu'on verra cet effectif maximisé différemment. Mais après, moi, j'aime beaucoup Taylor Jenkins, donc ça m'embête un peu. Je crois beaucoup en Isalo, en même temps, j'aimais beaucoup Jenkins, et je pense que parmi les propositions, là, elles sont toutes intéressantes. Portland, notamment, ça me plaît bien. Je pense c'est un projet qui est entre la reconstruction totale et un cap et juste une marche qui manque. Donc, je le verrais bien à Portland, par exemple. Allez, on enchaîne. Alors, question hors basket pour une petite respiration. Une question de Théo qui va plaire à Théo, à notre Théo, et qu'il avait posé il y a quelques temps déjà, mais on attendait que Théo soit présent. Donc, question hors basket pour moi cette semaine. Je suis monté sur Paris pour le concert de The Game, les 20 ans de son album mythique The Documentary. Je ne m'attendais pas à une dinguerie vu qu'il commence à prendre de l'âge et du poids, mais quand même à passer un bon moment avec mes potes en bougeant la tête sur les morceaux qui nous ont retourné le cerveau au lycée. Malheureusement, ce fut la douche froide. Extinction de voix, show minimaliste de 50 minutes, 5 chansons seulement de The Documentary et des musiciens live qui ont cassé les sons du DJ. 2 questions pour les fervents amateurs de musique que vous êtes, notamment mon homonyme Théo. Avez-vous déjà assisté à des concerts catastrophiques? Vous avez eu l'impression de vous être fait enfler sévèrement? 80 € la place pour The Game quand même, plus les billets de train. Et pensez-vous comme moi que les musiciens avec des instruments live tuent les concerts de rap? Les 30 ans de Illmatic de Nas se sont joués avec seulement un DJ et c'était une tuerie. Question pour toi, Théo. C'est une bonne question. Je crois que Pierre Armand me l'avait déjà posé dans un Hoop Culture, mais je crois que j'ai eu du bol. J'ai pas de souvenir de concert catastrophique. Pour la partie musicien, je pense qu'il y a un côté un peu facile où les gens se disent on va ramener des musiciens, ça va être cool. Et en fait, c'est très très dur. C'est pour ça que The Roots, c'est assez incroyable parce qu'en fait, c'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres groupes qui le font aussi très bien. Mais ça demande vraiment quelque chose de précis pour arriver à restituer un peu le grain et le son qu'il y a sur un disque de rap. C'est pas aussi simple que ça y paraît. Pour The Game, je suis désolé hein, pour Théo. C'est vrai que j'ai vu, ils étaient nombreux à avoir été extrêmement déçus par le concert. 80 balles et tout, Attends, les mecs, c'est des oufs. C'est juste des oufs, franchement. C'est quoi ces prix, quoi. Mais concert catastrophique... Ou décevant par rapport à tes attentes, quoi. Par rapport à mes attentes... Là, il faut dire aussi que ces dernières années, j'ai fait beaucoup, beaucoup moins de concerts. Mais non, j'avais été... Non, je crois... Limite, c'est l'inverse, quoi. Tu vois, il parle de Nas... Quand j'avais vu Nas en concert, je m'attendais tellement... J'adore Nas, hein, c'est un de mes rappeurs préférés. Ses disques sont dans mon panthéon. Mais je m'attendais à être déçu parce que je me disais, bon, il n'a pas la personnalité qui se prête à de la scène. Et en fait, j'avais trouvé que c'était hyper bien rodé, très efficace. Et tu vois, j'ai été agréablement surpris. Donc, c'est plus dans ce sens-là, je pense, où je partais des fois en m'attendant à être un peu déçu, plutôt que l'inverse. J'ai pas de souvenir de concert vraiment où j'étais fâché, vénère de m'être fait carotte. Moi, j'ai vu très peu de concerts, donc j'ai eu la chance de ne pas tomber sur un concert qui m'a déçu. J'ai vu Nas, d'ailleurs, au Zénith de Paris. Mais non, je n'ai pas de souvenir de concert décevant, du coup. J'ai dû en voir 5-6 des concerts dans ma vie. Hein. Donc, ça réduit le nombre de possibilités. Moi j'en ai pas non plus. J'ai plus sur un festival, il y avait The Cure qui passait, mais bon, c'était déjà bien, c'était pas tout jeune non plus, hein, et ouais, leur passage n'avait pas duré très très longtemps, et le chanteur c'était à l'arrache, ça rendait pas bien niveau son. C'est le seul souvenir que j'ai un peu, parce que c'est vrai que moi aussi je pense que j'ai de la chance comparé à des amis. Moi j'ai des amis qui sont spécialistes des concerts kata. Chaque fois qu'ils y vont, tu vois, ça peut être Lauryn Hill qui vient avec 4 heures de retard et qui est un peu réputé pour ça aussi, qui est pas super à l'aise sur scène par rapport à son talent, hein, notamment. Ma sœur, elle a vu Amy Winehouse pas très longtemps avant qu'elle décède, et qui était dans un état pas possible, et malheureusement ça se sentait que ça allait pas bien se terminer, mais sinon non. Sinon moi j'ai plutôt eu de la chance aussi là-dessus. Mais il y a des gens, t'as l'impression que t'as des gens qui attirent un peu comme ça les concerts galères et les trucs comme ça. Donc désolé pour toi aussi, Théo. Ouais. Moi j'ai une anecdote parce qu'en fait je me creusais la tête. Il y a un concert qui était
organisé de manière catastrophique, mais au bout du compte, c'est un super souvenir pour moi. C'était il y a bien longtemps, hein, donc c'était tout un tas. Ça devait être une énorme soirée concert avec des groupes satellites du Wu-Tang, notamment un groupe qui s'appelait Sons of Men, mais avant qu'ils sortent un album. Bref, il y avait ça, il devait y avoir le DJ de Black Moon, il devait y avoir d'autres artistes. Le concert avait été organisé une première fois dans une salle parisienne. Je sais pas ce qui s'était passé, on avait tous nos places et tout, le concert a été annulé le jour même sur place avec non mais vous inquiétez pas, on va le refaire à un autre endroit. Ça avait effectivement été réorganisé et la deuxième fois ça avait pris tellement de retard en fait qu'on avait pu avoir les DJ sets, donc on avait vu DJ Evil D, le DJ de Black Moon, on avait eu Smooth B de Nice and Smooth que personne n'était venu voir mais il avait fait son show, il avait un espèce de veste en cuir avec un drapeau américain ultra culte. Bon, les gens étaient contents mais vite fait, et en fait on n'avait pas pu voir les groupes que les gens étaient venus voir, donc les groupes satellites du Wu-Tang. Mais en fait, les groupes étaient tellement vénères parce qu'à un moment, la salle va fermer. Donc, ils disent, ouais, ben, on va fermer trop tard et tout. Que les mecs sont sortis ils sont descendus de la scène. Et il y a une espèce de freestyle organique qui s'est organisé a cappella, ou avec les rappeurs américains au milieu des quelques membres du public qui étaient restés en se disant bon bah tant pis si je rate mon RER, je vais rester. Et ça c'était cool quoi. Bon, j'en ai gardé un super souvenir, on a même pu parler avec les gars. Voilà, il y avait DJ de Black Moon, donc moi j'étais fan de ce groupe-là, donc j'étais trop content de lui parler. Il y avait un mec qui s'appelle Jamalski qui était avant dans le groupe, un mec qui faisait du dancehall qui était dans le groupe de KRS-One à qui j'avais pu parler et tout. Donc j'en ai gardé un super souvenir. Et en fait c'était catastrophique dans l'organisation, mais c'était pas la faute des artistes. Ah, c'est marrant, ouais. Ah, parfois c'est là que ça fait les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs. Question d'Anthony pour enchaîner. La lutte pour les titres individuels de MVP et DPOY fait rage. Des favoris se dégagent avec à chaque fois des oppositions de style de jeu bien différents et une opposition intérieure-meneur. SGA, Jokic pour le MVP, Mobley, Dyson Daniels pour le DPOY, même si la lutte est beaucoup plus ouverte pour cette récompense. Je n'oublie pas Draymond Green ou même Logan Zort. Sans relancer le débat pour ces titres-là, voilà le petit jeu que je vous propose. Il y a un franchise player et un excellent défenseur à la base d'une équipe visant le titre. Donc si demain on vous nomme GM, quel duo préféreriez-vous pour construire votre équipe entre SGA, Mobley ou Jokic, Daniels? Je prends le meilleur joueur du lot, en fait. Peu importe le défenseur, tu vois. La base, c'est le meilleur joueur parce que la recette pour le titre, c'est pas une grande attaque ou une grande défense. La recette, d'abord, pour le titre, et c'est vérifié sur 80 ans de NBA, c'est la superstar. Et la superstar, le meilleur des deux, c'est Jokic. Donc, je prends le meilleur joueur du monde, je prends Jokic. Tu peux mettre qui tu veux autour, c'est pas grave. Pareil. Mais c'est vrai que non, ce qui est intéressant, c'est que je pense que en fait, si tu mets les deux talents côte à côte, t'es au-dessus en fait avec Shai et Mobley, parce que Mobley est bien au-dessus de Dyson Daniels. Mais dans le doute, effectivement, je pense quand même que je prends, comme toi, Antoine, je prends Jokic. Ouais, ça a du sens. Après, j'avoue que j'aime bien le tandem SGA et Mobley, surtout dans quelques années, le temps qu'ils prennent encore un peu de bouteille. Je pense que Mobley, le plafond est plus haut que celui de Dyson Daniels. Par contre, Jokic est intouchable sur quel est le meilleur basketteur des deux. Même s'il sera probablement pas MVP cette année, vu la tendance, là, tous les gens qui ont des votes commencent un peu à s'affirmer, à dire que bon, ils ont tendance à aller vers un vote chez Gilgeous-Alexander. Question d'Edgar. En tant que supporter des Sixers, j'ai souvent entendu le nom de Cooper Flagg dans toutes les franchises possibles, mais pas celle de Philadelphie. Ne pensez-vous pas que Cooper Flagg ferait un bon fit avec Tyrese Maxey et permettrait de donner une bonne raison de virer Paul George? Et deuxième question, avec l'incroyable fin de saison de Grimes et le peu de salary cap des Sixers, qui d'après vous les Sixers devraient-ils prolonger entre Quentin Grimes et Gershon Yabusele? Voilà, c'est des questions très Sixers. Pas simple, la deuxième. Moi, je pense... pour la deuxième, je vais me lancer. Je pense que c'est Gershon, et je vais dire ça, ça peut sembler hyper... chauvin de dire ça, mais parce qu'en fait, je pense que Quentin Grimes, il bénéficie vraiment du contexte aussi. Dans ses minutes, dans ses performances, je dis pas que c'est volé, hein, ses performances. Je pense qu'effectivement Dallas s'est bien planté dans ce trade-là. Mais Gershon, en fait, ce qui m'a plu dans sa saison, c'est qu'il a toujours trouvé le moyen d'être important dans l'équipe et d'avoir un vrai rôle percutant, que ça soit quand il y avait tout le monde, quand il n'y avait pas tout le monde, etc. Donc sur les deux, j'aurais dit Gershon. Moi, je vais être un peu plus méfiant quand même si je suis d'accord avec ce que tu avances. Je rappellerai qu'il y en a un qui a 24 ans, quoi, quand même. Et qui, du coup, tourne à
s'affirme presque comme une star. Alors oui, dans le contexte, hein, pareil, il faut remettre en question. Je pense pas que Quentin Grimes est un All-Star en puissance. Je pense que Quentin Grimes, par contre, peut être un... Tu vois, si Quentin Grimes, en fait, ça devient Derrick White, je préfère avoir Derrick White que Gershon Yabusele. Et Grimes, qui a 24 ans, je sais pas si je prends complètement le risque de me dire ah ouais, je vais laisser ce mec-là signer ailleurs alors qu'il a 24 ans et qu'il sort d'une très grosse deuxième moitié de saison. Il était déjà bon à Dallas en plus, plutôt que pour re-signer un mec de 29 ans à bientôt 30 qui a fait une bonne saison, mais c'est pas comparable, tu vois, quand même. Je veux dire, mais malgré tout, je suis d'accord avec tes arguments. J'ai mis là en valeur exprès les arguments qu'il y aurait pour Grimes, mais j'aurais pu dire exactement comme toi sur Yabusele. Je trouve que c'est très difficile, en fait, comme question. Ça me semble pas évident du tout. Ça dépend de la direction que prend Philly, en fait. Et du prix. Oui, et du prix, tout à fait. Mais si Philly prend une direction jeune, si on est sur un trade de Joel Embiid, je garde Quentin Grimes, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est si tu repars et que tu veux construire pour l'avenir, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si tu dis, bah non, c'est quand même maintenant que ça veut se passer et que tu gardes tes joueurs, imaginons un scénario incroyable où Paul George peut jouer plein de matchs et où ils ont moins de blessures. Est-ce que tu as vraiment les minutes à donner à Grimes, en fait? Là, effectivement, dans un scénario comme ça, si tu sens que tu vas être candidat au titre, je pense que c'est peut-être plus intéressant d'avoir Gershon, qui va en plus remplir plusieurs rôles. De toute façon, le profil de Gershon est plus difficile à remplacer, entre guillemets, que celui de Grimes. C'est un mec qui défend et qui met des 3 points, tu vois, je veux dire, il y en a plein en NBA. C'est devenu des joueurs super importants, mais il y en a plein. Mais ça dépend vraiment de la direction. Et sinon, pour revenir sur Cooper Flag, c'est vrai que ça serait sympa, un marché qui se retrouve tu vois, dans une franchise comme Philly qui a déjà une histoire, etc. Et les Sixers, c'est pas complètement à exclure, hein. L'an dernier, les Hawks, ils ont le premier choix, ils ont fini avec le 9e plus mauvais bilan de la ligue et ils ont eu le premier choix. Là, les Sixers, ils vont terminer avec le 5e plus mauvais bilan, ils ont plus de chances que les Hawks l'an dernier, quoi. Il y a quand même plus de probabilités. C'est vrai qu'on en parle, enfin, dans les petits scénarios qu'on avait fait sur Flag et les franchises dans lesquelles on aurait aimé le voir, on n'a absolument jamais parlé de Philadelphie. Peut-être parce que personnellement, j'ai pas trop envie de le voir à Philadelphie. Mais c'est une possibilité, tu as raison, de rappeler que les Hawks avaient un faible pourcentage et que ça s'est déjà vu par le passé, que ce soit les années de LeBron, d'Eric Rose. Enfin, parfois, les faibles pourcentages arrivent à avoir les first picks. C'est possible. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas si faible, en fait, aujourd'hui, leur pourcentage. Oui. Il y a que, tu vois, regarde, par exemple, leur pourcentage, il est de 10,5. Le premier, il est à 14, quoi. Il y a une différence minime. C'est vrai qu'il y a même une... entre les deux. Les 3 premiers sont à 14. Ensuite, il y a New Orleans à 12,5, puis Philly à 10,5. Ils ont le 9e, c'était 4,5% de chance. Ils ont le double ils ont plus du double de chance par rapport à Atlanta l'an dernier, quoi. Ouais. Philly, et sachant que ça tire sur les 4 premiers, Philly a aujourd'hui une chance très légitime d'avoir un pic dans les 3 premiers, dans le top 3 de la prochaine draft, quoi. La dernière fois qu'ils ont pris un mec de Duke, ça devait être... ça devait être Jalil Okafor. Jalil Okafor, ouais. Ils ont pris Jason Tatum, mais bon, c'était... Ah oui. Enfin, ils ont pris Jason Tatum, ouais. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Et au passage, les Lakers passent bien au travers des balles, hein, sur cette histoire de draft. Parce que du coup, tout le monde est focalisé, moi le premier, sur le fait que Philly est tradé pour récupérer Markelle Fultz, mais les Lakers auraient très bien pu prendre Tatum en 2. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Question d'Erwan. Allez, question un peu de WNBA. Vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien en sélectionner une petite. Question d'Erwan. Les joueuses universitaires américaines doivent aller jusqu'au bout de leur cursus de 4 ans et attendre au minimum l'année de leurs 22 ans avant de pouvoir rejoindre la WNBA. Par contre, les joueuses internationales peuvent être draftées dès l'année de leurs 20 ans, ce qui va permettre à Dominique Malonga de rejoindre la Ligue en 2025, quand au même âge, Juju Watkins devra attendre 2027. Pour le moment, elle est annoncée soit chez les Mystics qui repartent de 0 avec leurs 3 picks dans le top 6, soit chez les Valkyries qui ont pour unique objectif le pick 1 des drafts 2026 et 2027. Quelle serait selon vous la meilleure destination pour Malonga ? Pour les 2 prochaines saisons, doit-elle se contenter de jouer en Europe ? Doit-elle rejoindre la WNBA en étant 2 ans plus jeune que toutes les autres ? Ou doit-elle enchaîner les 2 compétitions, ce que les joueuses américaines ne font plus ? Alors, je me permets de dire, mais je dirais enchaîner les 2, moi, pardon. Ouais, mais ça peut être bien d'enchaîner les 2. Par contre, sur les années où il y a des compétitions internationales, et vu qu'elle fait partie du groupe France, je me méfie toujours un peu de la surcharge de matchs et
et du manque de repos, mais dans l'absolu, ouais. Moi, pour l'équipe, ça va dépendre du temps de jeu que l'équipe sera prête à lui offrir, parce que si c'est juste pour chauffer le banc ou avoir 10 minutes par-ci par-là, je pense que ça n'a aucun intérêt pour elle. Elle doit déjà passer un cap en Europe en jouant dans un club plus fort, ce qui devrait être le cas normalement si elle rejoint bien le Fenerbahçe ou une autre équipe où elle est annoncée. Les Valkyries, ce serait top. Il y aura déjà d'autres Françaises. C'est une équipe qui a zéro pression et qui doit même perdre, comme c'est très bien dit dans la question, franchise d'expansion. J'aimerais bien l'avoir aux Valkyries. Aux Mystics, pourquoi pas, parce que là aussi, ça va faire du semi-tanking. Ailleurs, par contre, je pense que si c'est une autre équipe qui la draft, ce sera peut-être pas une autre équipe qui va la drafter, parce que là, elle est remontée dans les prévisions, dans les mocks, parce qu'il y a eu plein de désistements de joueuses qui vont rester en NCA. Je pense que si c'est pas l'une de ces deux équipes, ça vaut le coup peut-être de pas y aller et de se préserver un an ou deux pour vraiment se faire la main en Europe, continuer avec l'équipe de France. Si par contre c'est l'une de ces deux-là, elle aura du temps de jeu, elle aura des opportunités, le temps de grandir sans qu'il y ait une énorme pression sur elle, et je pense que ce sera la meilleure solution. Est-ce que je peux ajouter une question au CQFR, Shai? Bien sûr. Question de Théophile de Région Parisienne. Non, parce qu'on parle de WNBA, c'est une question que je t'ai posée par texto vite fait dans la semaine, mais on n'a pas eu l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, effectivement, tu disais des joueuses qui vont choisir de rester en WNBA, en NCA, le cas d'Olivia Miles, si tu peux présenter le contexte et du coup m'expliquer, parce que je t'avoue ne pas du tout comprendre la décision ce qu'elle part pour faire. J'ai l'impression que c'est financier, en fait. Alors, Olivia Miles, elle était attendue comme vraiment la numéro 2 cette année, assez nette ces derniers mois, derrière Paige Bakers, qui est intouchable. Donc, meneuse de Notre-Dame, qui a fait une belle carrière universitaire sans jamais aller très très loin au tournoi universitaire, parce que Notre-Dame reste sur des saisons décevantes, notamment encore la dernière, celle de cette année. Et donc, elle a décidé de ne pas se présenter à la draft et sans doute de changer de fac la saison prochaine. Donc, elle ne surfe pas sur la dynamique qui est la sienne, c'est-à-dire celle du numéro 2 de draft, et elle reste à l'université avec le risque de glisser, pour ne pas dire de disparaître, on ne sait jamais. Elle a un talent quand même assez énorme, hein, donc je pense qu'elle sera quand même draftée l'année prochaine, mais maintenant, avec les fameux Nile qui leur permettent de gagner plus d'argent que si elles allaient directement en WNBA, à pondérer, parce qu'elles gardent quand même des contrats publicitaires en arrivant en WNBA, elles perdent pas, elles peuvent en signer d'autres en tant qu'adultes ou prolonger les contrats déjà existants. Donc, mais je pense que c'est un mix de ça, peut-être une frustration de ne pas avoir vécu une vraie belle histoire universitaire, comme par exemple Paige Baker, c'est aussi ça. Elle voulait vraiment aller au bout de ce qui est possible en termes d'éligibilité pour pouvoir peut-être gagner un titre avec UConn, rester dans l'histoire. Olivia Miles, il y a peut-être un mix de tout ça. C'est une chose que je connais moins bien que Paige Bakers, forcément, donc c'est plus dur d'évaluer, mais elle a énormément de talent, hein, c'est une super meneuse. C'est difficile à dire, Théo, à vrai dire. Je pense qu'il y a un mix de confort financier relatif qui lui permet de ne pas sauter sur l'occasion, et en même temps de se dire elle a suffisamment confiance en elle pour se dire si j'y vais l'année prochaine, je suis encore top 5 de draft, quoi. Parce que ce qui m'a très étonné, alors le fait qu'elle parte pas à la draft, ça m'a surpris, mais j'ai pas compris non plus le fait qu'elle choisisse de changer et de transférer, parce que j'avais le sentiment que donc ces contrats Nile, en fait, ils dépendent quand même de ta célébrité et du fait que des gens veuillent acheter des produits et dérivés à ton nom. Tu me confirmes. Là, j'ai l'impression que son duo avec Hidalgo, en fait, faisait que les projecteurs étaient a fortiori braqués sur elle. Elles ont fait tu me diras, elles ont fait une bonne saison, elles ont fait une bonne saison. Elles ont battu South Carolina, si je me trompe pas. La saison régulière est bonne. C'est en playoff, c'est la March Madness qui avait été décevante. Mais juste du coup, alors à la base, Miles était donc là avant Hidalgo, qui est plus jeune, et c'était la star du projet. Hidalgo est arrivée, elle a un peu pris toute la lumière, et l'association des deux est pas si simple. Et je pense qu'elle se dit aussi, si je rejoins une autre université, elle va pas aller n'importe où, hein, elle va pas aller dans une université de seconde zone. Je pense que là où elle va bouger, ce sera du lourd. Elle aura les moyens d'être exposée pour que localement elle touche des contrats de sponsoring qui reflètent sa notoriété, je pense, hein. Je pense que c'est ça. Après, c'est mon interprétation personnelle. Je pense pas qu'elle va perdre en contrat publicitaire en partant de Notre-Dame.
Ok, j'avais l'impression que du coup, comme il y avait ces deux stars dans le même backcourt, ça braquait encore plus les caméras. Et même moi, toi qui suis de loin, ça, bien, enfin, je suis bien moins assidu que toi là-dessus. Le fait qu'elles soient ensemble, en fait, moi, ça piquait plus mon intérêt, où j'en entendais plus parler, parce que voilà, tu avais ces deux filles dans la même équipe. Mais merci pour tes explications, Shai. De rien. Je vous propose de finir avec un petit quiz d'un autre Erwan. Alors que la saison se termine et que SGA va sûrement rater le 50-40-90 de peu sur la saison régulière, j'en profite pour vous envoyer un rapide quiz pour ce CQFR du samedi, spécial shooter d'élite avec les fameux 50-40-90. Alors, à votre tour, chacun votre tour, saurez-vous citer, messieurs, les 9 joueurs qui ont fini une saison régulière entière en 50-40-90? Steve Nash, commence? je prends le premier. Ouais, vas-y. J'ai pris le premier direct, sans pitié. Bim, Steve Nash, effectivement. Larry Bird. Larry Bird, ça fait 2. Kevin Durant. Kevin Durant, ça fait 3. Alors, on a ceux que j'avais. Mark Price? Mark Price avec les Cavs, évidemment, 4. Putain, je vais en tenter un. José Calderon. Non, Non, non. Peut-être en deuxième, peut-être en Espagne, mais pas ici. Je vais vérifier, je suis sûr qu'il y a une... Mais je vais vérifier, il y a une saison où il est pas loin. Bon, autant pour moi. À Pas toi, du loin, coup, mais- Antoine. T'as déjà gagné. Stephen Curry? Je crois pas que Curry y soit. Si, Stephen Curry, Ah, ok. Putain, j'ai voulu faire le malin, là. et 5. Il y en a combien, tu dis 9. Et vous avez dit Price, Nash, Dirk Durant, Curry, Ah oui, dire. Dirk, ouais, Dirk l'a fait. Il y a un joueur qui est pas si évident que ça à trouver, et les autres sont trouvables. Par contre, je confirme que Théo a raison. Calderon, il a fait 50, 40, 90. Ah. Mais alors, il a dû être rendu inéligible par un truc, le nombre de matchs ou un truc comme Il ça. a joué 82 matchs. Alors, ça doit être par le nombre de tirs pris, je pense, à 3 points. Ah, peut-être. Bon, 2,2 quand même par match. Hein. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas dans les livres de... Respectez mon gars Calderon. Je savais bien que je l'avais pas inventé, ce truc. Je suis. Alors, il y en a un qui a été élu rookie de l'année. C'est peut-être un des rookies de l'année les plus surprenants, car moins connu. Enfin, moins connu. Il est connu, c'est un joueur connu, mais... Mike Miller Malcolm Brogdon, Ah, bien vu. avec les Bucks. Il y a un joueur... Ça, c'est culte. Hein. Franchement, ça, tu le sors à un repas entre potes, tu repars, Ah, bah, t'es ouais. la star quand même. Parce qu'il fallait le sortir, le Brogdon, bravo. Il y a l'un des meilleurs shooters de l'histoire, Reggie Miller? Reggie Miller. Il y a un meneur qui, malheureusement, s'est gravement blessé il n'y a pas très longtemps. Un meneur qui s'est gravement blessé Ouais. il y a pas. Non, me dis pas que De'Aaron Fox il a fait ça. Non, pas De'Aaron Fox. Plus fort. Damien Lillard? Non, plus perché. Ah, plus perché, c'est méchant. Tu vas pas dire Non. Non, un très bon ball handler qui s'est blessé il n'y a pas longtemps. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Bah, Irving. ouais, bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous avez dit le dernier? Vous avez dit Larry Bird ou pas? Ouais, Ok. ouais, On a tout le monde. Alors, Bird, Brogdon, Curry, Durant, Irving, Miller, Nash, Nowitzki, Price. Parmi ces 9 joueurs, 3 seulement ont réalisé plusieurs saisons en 50, 40, 90. Lesquels? Nash, Curry. Curry. KD Nash, Ouais, Nash, non, non. KD et Bird. Bird. Et parmi ces 9 joueurs, 3 seulement sont devenus MVP lors d'une année en 50, 40, 90. Nash, Curry, Bird. Nash, Curry, mais pas Bird. Durant. Non plus. Voilà, je sais déjà plus qui était le MVP. Pareil. Qui était la liste. Dirk. Ah, bah oui. oui. C'est plus... Et d'ailleurs, Nash l'a fait 4 fois. Il avait loupé une cinquième fois à un lancer franc près. Ouais, c'était assez incroyable. Et enfin, question parmi les joueurs retraités, combien de joueurs ont achevé une carrière entière en 50, 40, 90? Il y en a beaucoup Non. Non, il y en a Mark pas. Price? Il y en a pas. Il y en a Oui, pas. il y en a pas, Ah ouais, je parce me qu'il dis, y en a c'est pas, parce que impossible, sinon, ça. comment Ouais. t'es. Ouais, Les Comment trois t'as plus fini en. Tu sais, genre, t'as une saison, t'es à 54, 39, mais puis l'autre, t'es à 49, 42, et tu finis ça. sur l'ensemble de ta carrière. Non, mais le Bird, Nash et Price s'en sont rapprochés assez sévèrement. Question est marquée spécial Shai, mais bon, voilà, je connaissais la réponse. Mais une seule femme a atteint ce seuil dans l'histoire de la WNBA. Savez-vous laquelle? De 50, 40, 90. Brasi? Non. C'est une joueuse connue aussi. Trop Hein, de volume. Ouais.
J'aurais dit Soubird ou... Non. Alors, c'est une joueuse qu'on n'a pas vu jouer depuis un certain temps, qui n'est pas officiellement retraitée, par contre. Maya Moore? Non. Ouais, Une américaine. Ça me semblait pas être... Une double MVP. Elle On pourrait... l'a pas vu jouer depuis longtemps. Lauren Jackson? Non. Non. On a vu jouer Lauren Jackson il y a moins longtemps oui, que ça. Il y a moins longtemps. Ça fait 2 ans qu'on voit plus cette joueuse. Et elle a été souvent comparée dans le style de jeu à un des joueurs qui est en 50-40-90. À Kevin Durant? Non, non à Dirk Nowitzki. Deladon? Ouais, Elena Deledon, ouais. Deledon, 50-40-90. Voilà, messieurs, pour cette semaine et les questions. Super, merci Shai. Yes, merci Shai, merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle que le MOOC Miami est toujours disponible sur le shop de Basket Session. On a un peu du nouveau sur les envois, ça devrait commencer à partir du 14. À partir du 14 avril, les préventes sont jusqu'au 10, donc les frais de livraison sont offerts jusqu'au 10 avril, ça approche, mine de rien, c'est la semaine prochaine, pour le nouveau MOOC, et dès qu'on l'aura entre les mains, on vous le présentera évidemment. D'ici là, n'oubliez pas aussi dimanche le Hoop Culture avec Pierre Armand et Théo. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR du week-end. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. 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 Game is out there, and it's either play or get played.